important de la lutte contre la pandémie de Covid-19 qui avait frappé le monde et notamment l'Inde. C'est pour cela que l'axe selon lequel je vais travailler est que l'Indian Navy, c'est à la fois, donc je vous ai mis ma problématique, à la fois un outil militaire et diplomatique d'influence de l'Inde, dont les missions visent à sécuriser ses ressortissants, ses approvisionnements, mais dont les actions qu'elle mène et les relations qu'elle tisse permettent de construire un espace de sécurité et de future prospérité à l'échelle de l'océan Indien. Je suivrai un plan en 4 parties. Tout d'abord, j'insisterai sur la place de l'océan Indien dans la mondialisation. Ensuite, je parlerai des enjeux que l'on trouve à l'échelle de tous les océans, mais comment ceux-ci se traduisent à l'échelle de l'océan Indien. Je comparerai dans une 3e partie l'Indian Navy aux autres forces maritimes en présence dans cet espace océanique. Et je terminerai par ce pourquoi vous êtes venus, à savoir la force de cette Indian Navy et comment elle est utilisée par cet État. Alors, deux cartes extraites du site DiploWeb, qui est extrêmement intéressant pour tous ceux qui s'intéressent à la géopolitique. Pour d'abord parler de cet espace qui est devenu véritablement un espace stratégique dans la mondialisation. Quelques chiffres. L'océan Indien, c'est 74 millions de kilomètres carrés. C'est le 3e océan du monde par sa superficie. Il est délimité à l'ouest par l'Afrique, au nord par l'Asie, à l'est par l'Australie, pour faire relativement court. Mais ce qui nous intéresse plutôt, c'est toutes les routes maritimes qui permettent d'aller d'Europe en Asie, et qui sont extrêmement importants, puisque si l'on observe les échanges, c'est par exemple 75% des exportations de l'Union européenne, 70% des hydrocarbures du Moyen-Orient sont à destination de l'Asie et vont emprunter les routes entre le détroit d'Ormuz et le détroit de Malacca. Et cet espace océanique a des goulets d'étranglement qui sont extrêmement stratégiques, qui sont les détroits. Donc, détroit de Malacca, détroit d'Ormuz, de Bab el-Mandeb, et aussi canal du Mozambique. Si je les reprends dans l'ordre décroissant de leur importance, tout d'abord Malacca. Malacca, c'est par exemple 80 000 passages de navires par an et c'est en constante augmentation. On estime que probablement à 100 000, on atteindra une saturation. Pour la Chine, c'est primordial puisque c'est 100% du soja qu'elle importe, 90% de son pétrole, 40% du fer qu'elle importe ou 40% du gaz. Ce qui veut dire que la théorie du collier de perles mise en place par un cabinet américain en 2005, le cabinet Booz Hamilton, de 2 colliers de perles, en réalité s'aperçoit simplement que la Chine, comme le Royaume-Uni au 19e et 20e siècle, essaie de sécuriser ses approvisionnements. L'Extrême-Orient, en fait, va dépendre de ce détroit. C'est par exemple 450 millions de tonnes de pétrole qui vont transiter pour la Chine, pour le Japon, pour Taïwan ou la Corée du Sud. Si maintenant on observe Ormuz, dans le détroit d'Ormuz, on a environ 20% de la consommation mondiale d'hydrocarbures qui transite, et c'est chaque jour 15 supertankers. Pour le détroit de Bab el-Mandeb, on a le 4e passage maritime mondial pour les hydrocarbures. Enfin, pour les navires qui ne voudraient pas emprunter Suez, le canal du Mozambique, là c'est 30% de la production mondiale de pétrole qui transite par ici et 5000 navires par an. Tous ces transports, on le voit, sont évidemment
à protéger, puisqu'ils sont vitaux pour les économies de tous les États dont on vient de parler.